Bon, pour moi, il est important de savoir que j'arrive un peu à vous convaincre quand même, en tout cas à vous aider à cheminer dans le langage. J'espère que c'est le cas, en démystifiant un peu la chose finalement. Hein. Bon. Voilà, c'est qu'un diagramme. Bon. Alors, c'est bon ici. Ouais. Diagramme de cas d'utilisation. Qui a révisé le diagramme de cas d'utilisation? Bon, vous avez dû en voir. Alors, celui-là, c'est un diagramme qui globalement est assez mal compris, assez mal utilisé. Je vais tenter de vous montrer pourquoi. En règle générale, ça se fait assez bien. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, lui, va vous permettre d'avoir un point de vue plutôt de type utilisateur, enfin acteur. D'accord ? Ce qui nous intéresse finalement quand on met au point un système, c'est ceux qui vont l'utiliser. Alors quand je dis ceux, c'est les humains ou les autres systèmes qui sont en interaction avec. Et c'est à partir de eux qu'on doit dire, voilà, moi je veux ça, moi je veux que ça se passe comme ça, en tout cas je veux tel service. Et c'est le rôle de ce diagramme de cas d'utilisation. Alors surtout si vous avez des interventions, n'hésitez pas. Hein, si vous dites, tiens, moi je veux très bien ça, allez-y, ça va me fournir de la matière pour réagir. Vous tombez un peu dessus, quoi. Bien, impeccable. Eh ben, on va retrouver effectivement donc, ces fonctionnalités. Donc les fonctions principales que vous connaissez déjà, vous allez les retrouver dans le diagramme de cas d'utilisation. Les fonctions principales, on est bien d'accord. Et pas tous les verbes d'action qu'on peut réaliser avec le système. Parce que sur les diagrammes de cas d'utilisation que vous trouvez sur Internet, vous trouvez avec parfois des cas d'utilisation où il y en a 10, 15, 20 fonctionnalités différentes. Si on réfléchit un petit peu, on se dit, tiens, c'est un système qui est costaud quand même, parce que ça fait beaucoup de fonctionnalités. Et en règle générale, à notre niveau, je parle, les diagrammes de cas d'utilisation, s'ils possèdent plus de 5 cas d'utilisation, je me mets en éveil, parce que je me dis, tiens, là, ça sent l'erreur. À notre niveau, je parle. Ça peut être justifié, je ne dis pas que c'est interdit, mais s'il y a trop de fonctionnalités, ça sent l'incompréhension. Donc, on va décrire uniquement les fonctionnalités visibles de l'extérieur. On dit, voilà, ce que je veux, on fait exprimer ça aux acteurs, à ceux qui vont utiliser ce système. Quel objectif il vise? D'accord? Donc voilà l'allure d'un diagramme de cas d'utilisation standard, et je dirais que c'est presque le diagramme que vous aurez pour tous vos systèmes. On n'ira pas beaucoup plus loin. D'accord? Plusieurs éléments. Vous avez ici l'acteur, le petit bonhomme bâton. D'accord? Ici, vous avez donc les différents cas d'utilisation qui apparaissent. Et vous avez ici le cadre qui fixe les limites du système. Si je prends un... Alors, ça, c'est fondamental. Je prends un exemple. Alors là, je vais être obligé de le citer, celui-là. Si je prends... Alors, vous ne l'avez pas dans votre laboratoire, je crois, hein, mais SET a produit un système qu'ils appellent la serrure biométrique, par exemple. Le modèle SysML m'a été présenté. Bon, c'est archi faux jusqu'à la moelle. C'est pas bon. Comme vous me demandez là, c'est pas la marge. C'est à la racine même que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils décrivent la serrure, parce qu'on possède la serrure finalement, mais c'est quoi le système? C'est quoi le cadre du système? C'est-à-dire que c'est pas la serrure, c'est une serrure, c'est un morceau du système. Si on la prend en tant que telle, c'est un sous-système, ça on est d'accord. Mais on est en train de décrire une serrure, et puis dans d'autres éléments du modèle, on va entendre parler du logiciel qui permet de gérer toutes les serrures. Moi, je bondis en me disant, mais il y a un problème. On me parle au départ de la serrure. On ne parle pas des logiciels avec la serrure. Donc, en réalité, le système, ce n'est pas la serrure. Le système, c'est le logiciel d'administration et l'ensemble des serrures. Qu'est-ce que vous amenez de nouveau dans l'endroit où il y a quelque chose d'installé, par exemple? Là, si on imagine, alors la serrure biométrique, hein, il y a un petit capteur dessus, un capteur d'empreinte, en fait, et après réglage, paramétrage, etc., vous avez accès à des pièces ou pas. Donc avant d'avoir ce système-là, il n'y avait pas une serrure. Vous n'avez pas simplement une serrure dans vos locaux. Avant, s'il y avait un système à clé, si maintenant vous amenez un ensemble de serrures pour gérer les accès aux différentes salles, alors à ce moment-là, vous avez N serrures plus le serveur central qui va avec. Ça, c'est le système. Mais pas la serrure en tant que telle. Ce qui fait qu'après, on arrive sur des incohérences au niveau de la description du système.
Parce qu'on part de la serrure, et puis après, je me dis, OK, quand j'ai lu les premiers diagrammes, je dis, OK, c'est la serrure. La serrure, paf, après, je sentais venir, évidemment. Je vois le logiciel de gestion de l'ensemble. Ah, bah, je dis là, il y a un problème, on ne parle pas de la même chose. Et donc, ça devient incohérent. D'accord? Donc, le cadre du système à ce niveau-là, c'est vraiment ce que vous allez amener en plus et qui n'existait pas. Bon, j'en parlerai après. Alors, un acteur, qu'est-ce que c'est? Ça se représente par un petit bonhomme bâton, ça d'accord, mais ça représente plusieurs choses. Et ce n'est pas forcément un humain. Un acteur, du point de vue système, c'est une entité extérieure. Donc ça peut représenter un humain ayant un certain rôle, d'accord? Donc ce n'est pas nommément quelqu'un, ce n'est pas Jean, René ou Robert. C'est celui qui est en charge de l'administration, celui qui est en charge de telle ou telle chose, qui va interagir avec le système. Ça peut représenter aussi un autre système. Vous pouvez créer des systèmes en interaction avec d'autres systèmes. D'accord? Bref, ça représente tout ce qui est en interaction avec le système. Voilà ce qu'est un acteur. Donc, voilà, vous amenez un élément qui va être en interaction avec quoi? Et dans ce diagramme-là, la première des choses à se poser comme question, c'est qui va intervenir, qui va être en interaction avec mon système? Tout bêtement. Donc ça force un petit peu à faire cette liste-là, pour ensuite les poser sur le diagramme. Alors, il y a plusieurs types d'acteurs. Vous avez les acteurs primaires et les acteurs secondaires. Pourquoi? Parce que les acteurs primaires, si on regarde ici, ça c'est un acteur primaire. Alors, ce n'est pas dans la norme, hein, mais les acteurs primaires se situent à gauche du modèle, par habitude. Et les acteurs secondaires se situent à droite de votre modèle. Quelle est la différence entre les deux acteurs? Je vous le dirai quand on verra après la patate, là, le cas d'utilisation qui est noté dans le système. Donc, un acteur, voilà, c'est j'interagis avec quoi? Et quand je parle d'interaction, je parle d'interaction système. Alors attention, là, on va avoir un problème au niveau parfois du vocabulaire. Là, je suis en interaction physique avec la table. Il y a une force, il y a une réaction. Et ce n'est pas ce genre d'interaction qu'on est en train d'évoquer ici. Quand on parle d'interaction, c'est qu'est-ce que j'active, qu'est-ce qu'il me renvoie comme message, pour à la fin avoir un service rendu. Ça, c'est de l'interaction avec mon système. Maintenant, ça va passer par des éléments physiques, on est d'accord. Et le fait que je m'appuie sur une table, ça, c'est une interaction qui est purement physique. Ça n'a rien à voir avec un système. OK là-dessus? Donc attention, donc sur le vocabulaire, mais comme d'habitude, hein, le vocabulaire est source d'ambiguïté. Parfois, donc c'est pour ça qu'entre autres, on passe aussi par un langage plus formel de ce type-là. Alors, là, bon, bah, j'ai attaqué ce morceau-là avant. La frontière du système, c'est votre cadre. C'est vraiment tout ce que vous allez amener en plus. C'est pour ça que cette frontière du système, il faut qu'elle soit vraiment clairement définie. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, et peut-être même moi d'ailleurs au départ, je ne m'attachais pas spécialement à ça. J'étais plutôt intuitif là-dessus. Maintenant, c'est clair. Systématiquement, quand je suis dans un modèle, je me dis quel est le cadre de mon modèle? Qu'est-ce qui m'arrange le plus? Qu'est-ce que je veux décrire? Et je le précise dès le départ. En tout cas, il faut préciser dès le départ. Si on parle notamment sur cette serrure biométrique, de dire voilà, j'ai un cadre, c'est une serrure, et puis après que je parle de logiciel, en communication avec... Enfin, ça ne va pas. Il y a un problème quelque part. Parce qu'on va déduire des fonctionnalités qui sont finalement la fonctionnalité de l'ensemble du système, et on est en train d'étudier un morceau. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut redéfinir le cadre. OK là-dessus? Alors, les cas d'utilisation, donc alors je vais revenir en arrière. Donc le cas d'utilisation, vous le connaissez celui-là, c'est tout simplement ce qui est en ovale. Alors, qu'est-ce qu'on marque dans cet ovale-là? Dans un cas d'utilisation, c'est quelque chose qui est énoncé par un acteur primaire. Et j'ai fait une erreur dans le diagramme sur la balance, puisque j'ai moi-même mis... Alors vous avez l'habitude de mettre, par exemple sur la balance, vous mettriez, il faut peser des aliments. Ce serait le besoin, on va dire, fondamental. Dans un diagramme de cas d'utilisation, ce n'est pas comme ça que ça se dit, c'est l'acteur qui le dit. L'acteur va dire, moi je veux lire le poids d'un aliment, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'on demande à l'acteur de dire, exprime-moi l'objectif que tu te fixes à travers le système. Donc un cas d'utilisation, c'est un service, une fonctionnalité, ça recouvre, on va dire, la fonction principale que vous connaissez, mais énoncé de manière différente, puisque c'est l'acteur qui va énoncer les résultats qu'il attend. D'accord? On peut dire qu'aussi c'est une sorte de mission qu'on cherche à atteindre à travers le système. D'accord là-dessus? Et ça n'est pas autre chose. Faites ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de... Mais évidemment, en général, ça va être
il va y avoir un verbe. Ça, c'est verbe complément, ça va se faire. Donc là, qu'est-ce que dit l'acteur pour cet exemple-là, hein? Il dit je veux être réveillé en musique, je veux écouter de la radio ou je veux avoir l'heure. Mais on ne mettra pas afficher l'heure. Ce qui n'est pas la même chose. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est assez pertinent parce qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai ce travers-là, entre guillemets, c'est que si je demande à quelqu'un maintenant quelque chose, je lui demande précise-moi quoi. Je veux vraiment savoir quel est le résultat. J'ai un copain qui est développeur. Bon, je reste dans le domaine informatique, hein, je suis désolé, mais en mécanique, j'ai peu d'éléments à vous donner. Peut-être en électronique éventuellement, mais là, bon, c'est plutôt orienté informatique. Peu importe. Les problèmes sont les mêmes. Il me dit, tiens, j'ai un logiciel de gestion de production assisté par ordinateur à faire parce que j'ai un client qui fabrique des instruments de musique et qui est dans la panade parce qu'il est hyper en retard. Bon, ok. Et on se met à discuter. Alors lui, il développe, voilà quoi, comme il peut. Il a pris ses habitudes, ça fait maintenant 10 ou 15 ans qu'il fait ça, bon, pourquoi pas. J'ai dit, écoute, tu devrais tenter, alors c'est une PME, j'ai dit, tu devrais tenter d'utiliser peut-être UML, ouais, un langage de modélisation, parce qu'il a déjà fait il y a quelques années ça. J'ai dit, bah, t'as une doc de ça? Non. J'ai dit, il faut que tu reprennes tout. Oui. J'ai dit, c'est dommage. Si tu avais une documentation de ça, tu pourrais reprendre les éléments. Et si tu l'avais bien documenté, parce que là, tu n'as pas voulu perdre peut-être 2 semaines à documenter ton système, et tu vas remettre 2 mois à retrouver ce que tu as fait. Ton fond de panier, tu l'as perdu, ça. Tu ne sais plus le faire. Donc, il est plutôt d'accord pour qu'on le fasse. Et on se met donc à... J'ai dit, tiens, on peut discuter de ça, des cas d'utilisation. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut ton client? Et puis là, il me dit, il a du mal à gérer sa production, donc il voudrait pouvoir le... J'ai dit, d'accord, mais tu ne m'as toujours pas dit qu'est-ce que tu veux que ce logiciel fasse, quoi? Il voudrait pouvoir, 10 minutes plus tard, j'ai appris qu'il voulait une feuille avec la pièce à produire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais parti dans, tiens, il y a peut-être des écrans, je ne sais pas, j'imagine, hein, et comme il y a plusieurs personnes, les gens vont, je ne sais pas, se connecter ou aller voir sur... Non. Il voulait qu'à un moment donné, quand il y a un truc à faire, ce soit le logiciel qui lui imprime une feuille. Le résultat, c'est obtenir une feuille de production de pièces. Ce qui n'est pas la même chose. Et après, on va dire, moi, s'il me dit ça, je dis, OK, vous le voulez comment? On interagit comment? Quelle est la forme de cette feuille? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il faut que ça, ce soit précis au possible. Pour vraiment tirer les vers du nez, quoi. Et souvent là-dessus, moi j'ai découvert, hein, c'est pour ça que je le dis avec liberté, c'est que bien souvent là-dessus, ça part un petit peu par-dessus l'épaule, où c'est très général. Alors je ne dis pas qu'on peut toujours le faire, mais en tout cas, moi je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que vous voulez précisément? Et là, ça devient concret. Là, pour le coup, c'est en lien avec quelque chose de réel. C'est une vraie problématique. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec les industriels, c'est que c'est des exemples concrets, quoi. Pourquoi? C'est quoi votre problème? Moi, c'est ça, tout bêtement. D'accord, bon, c'est pas toujours très compliqué, mais au moins c'est lié à quelque chose de pas inventé, comme parfois on peut le faire aussi, bien évidemment. OK là-dessus? Alors, on a une cordeuse. Qu'est-ce que vous mettriez comme acteur? Bon, là, le cadre du système, hein, ça paraît évident. Comme cas d'utilisation, top, vous avez 30 secondes. Je vais boire un café, moi. Sur la base de ce que je viens de dire, en gardant le... Tiens, je vais préparer autre chose en attendant. Il est très simple, hein. Cherchez pas à... Et le temps que ça charge, je voudrais montrer un contre-exemple de ce qu'on peut trouver sur Internet comme diagramme de cas d'utilisation.
Hum, hum, hum. Ouais, là, Allez, une petite aide. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur STI2D. Alors, j'ai appelé le collègue notamment qui a fait ça, parce que par hasard, on s'était contacté pour autre chose, mais non, par hasard. Donc, je l'ai appelé parce que quand j'ai vu ça et j'ai vu ce diagramme de cas d'utilisation, je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais des erreurs ou quoi? Je suis profondément persuadé que ça ne va pas. Enfin, c'est un lecteur MP3. Sur la base des définitions, et vraiment je vous conseille de revenir à cet élément-là. Qu'est-ce que c'est qu'un cas d'utilisation? Bon là, la frontière du système, on ne discute pas, hein, c'est un lecteur MP3. Si on regarde l'acteur, bon, il n'a pas 30 000 non plus, et c'est très caractéristique de nos systèmes à nous. Il n'y a pas 30 000 acteurs non plus. Bon. Mais c'est dans les cas d'utilisation. Est-ce que ici, à la lumière un petit peu de ce que je vous ai dit dans un premier temps, ça vous paraît correct? Un cas d'utilisation, c'est un objectif qu'on se fixe à travers le système. Point. Maintenant, comment on va y arriver, peu importe. Est-ce que c'est une mission qu'on se fixe? Ouais, c'est écouter de la musique. Le fait de pouvoir allumer l'appareil, ça, on va pouvoir le faire, ça c'est sûr. Mais ça n'est pas un cas d'utilisation, ce n'est en aucun cas une mission du système. Le fait de pouvoir l'éteindre, jouer un titre, mettre en pause, régler le volume, stopper, on a oublié de dire qu'on pouvait le peindre, qu'on pouvait le jeter, s'asseoir dessus aussi. Si ce n'est pas limitatif, tout ce que vous pourrez mettre, c'est n'importe quoi. Et vous n'aurez aucun argument pour dire « ouais, non, mais tu sens bien que ce n'est pas bon ». Peut-être, mais on m'a dit que un cas d'utilisation, c'est une mission qu'on se fixe. Une mission. Quelque chose que l'acteur cherche à obtenir à travers le système. D'accord? Et donc, ils ne font pas tomber dans le travers ou dans le défaut d'ensuite de détailler tous ces éléments-là. Là. D'accord? Notamment ici, alors, charger titre, est-ce que c'est quelque chose qui... alors, on peut peut-être considérer dans ce cas-là qu'effectivement, on va devoir charger un titre et que donc c'est une fonctionnalité, mais est-ce qu'on peut le faire à travers le lecteur, depuis l'acteur principal ici, à voir. En tout cas, ici, il y a une chose de sûre. La fonctionnalité première et pratiquement unique de ce système, c'est d'écouter de la musique. Et non pas jouer de la musique. L'acteur qui le dit, il veut écouter de la musique. Maintenant, le fait de recharger les accus, on n'a pas inventé non plus un chargeur d'accus. C'est pas ce qu'il veut, lui. Maintenant, il va falloir le faire. Ça, oui, c'est vrai. Il va falloir le faire. D'accord là-dessus? Oui. Alors, merci de... je l'attendais, celui-là, mais il n'est pas venu. Ça y est, il est venu. Mais c'est bien, mais j'ai besoin de ça, sinon, voilà. Alors, le fait de recharger, oui, on va pouvoir le recharger. On va pouvoir le maintenir aussi, cet appareil. Mais est-ce que c'est une fonctionnalité attendue du système? Première, on va dire. Non. Il n'est pas conçu pour ça. Alors que là, maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir un système? Oui, on va pouvoir. Est-ce qu'on a développé quelque chose en termes de fonctionnalité, je parle, lié à la maintenance, en termes de service? Non. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est une contrainte. Non. Le fait de... on cherche à atteindre quelque chose. Donc, alors parfois, on trouve aussi des collègues qui veulent mettre... Alors là, je crois que c'est le cas notamment. On veut mettre ici l'énergie, le réseau EDF. Bon là, il manque le soleil, il manque la pluie, il manque le vent aussi, hein, pendant qu'on y est. Il faut vraiment mettre les éléments qui vont interagir réellement avec le système dans le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation, c'est au départ un diagramme qui se veut simple, normalement.
Et en fait, ça devient, avec les productions qu'on voit sur Internet, une espèce de diagramme fourre-tout. C'est pour ça qu'il faut revenir le plus possible à la définition d'un cas d'utilisation pour faire émerger dans ce système à quoi il me sert ce truc. Voilà la réponse à laquelle il faut répondre. D'accord ? Pas plus que ça. Donc, est-ce que recharger l'AQ, c'est un élément primitif, important? En gros, je le charge et je suis content? Non, ce n'est pas un service que j'attends du système. Je vais devoir le faire, ça c'est vrai. Concernant la maintenance, je répondrai après la question. Concernant la maintenance sur le système, le fait qu'on puisse maintenir un système, ce n'est pas une fonctionnalité qui va être développée dans ce sens. Je veux dire par là qu'un cas d'utilisation, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est quelque chose qui, en règle générale, possède un élément déclencheur, suit une succession d'étapes et a une fin, c'est-à-dire que le service est rendu. À la lumière de ça, est-ce que sur un système quelconque, j'ai un bouton qui me dit « vas-y, auto-répare-toi » ? Non. Maintenant qu'il y a des contraintes, je dis bien contraintes, donc des exigences liées à la maintenance, ça c'est autre chose. Mais le système ne se répare pas tout seul. Exemple, est-ce qu'une 4L, on peut la maintenir? On peut la maintenir la 4L. Est-ce qu'il y a un cas d'utilisation lié à la maintenance? Non. Il n'y a rien en autonomie effectué par la 4L pour qu'elle se répare. Par contre, si vous prenez les voitures modernes actuelles, est-ce qu'il y a des fonctionnalités développées en vue de la maintenance? Oui. Ça se traduit par quoi au niveau structurel? Un calculateur. Moi, le premier, j'avais le moteur qui était en rade, qui se mettait en petite vitesse, là. Enfin, je roulais péniblement à 80, au garage, branchage de valisette. Depuis la valisette, le technicien a pu lire le diagnostic de la voiture. Et il en a vu qu'il y avait une vanne qui était HS et qu'il a ensuite changé. Point. Là, il y a quelque chose en lien avec la maintenance qu'il faut savoir aussi énoncer du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire du technicien de maintenance dans ce cas-là. Là, dans ce cas-là, il y en a. Mais si on garde ce cas d'utilisation, notamment la maintenance pour tous les appareils, alors il n'y a rien de pertinent. Tous les appareils, d'une certaine manière, sont maintenables, coûte que coûte. On peut le faire. Mais ce n'est pas une fonctionnalité, je parle bien de fonctionnalité développée en ce sens. Ce n'est pas l'objectif du système. Là, pour nous, oui. Après, on pourrait faire émerger des fonctionnalités dans d'autres phases, ou dans d'autres phases du système. Mais là, la fonctionnalité, l'objectif qu'on cherche à atteindre avec le système, s'énonce dans ce diagramme-là. Et pas plus que ça. C'est pour ça qu'à partir de là, vous imaginez très bien que les systèmes en général, et ceux qu'on a dans nos labos, ce sont des systèmes qui possèdent peu de fonctionnalités, très peu. Et attention à l'effet remplissage. Ici, bon, c'est pas trop méchant encore, mais voilà, là, on retrouve toutes les étapes. Hein. Toutes les étapes qu'on va pouvoir réaliser, mais ça n'a rien à voir avec des étapes. Je parle ici de mission. Point. Alors si ça a chargé, je peux peut-être vous montrer donc. Alors oui, c'était celui-là. Sur l'autre, voilà, Store SUMFI. Voilà un diagramme de cas d'utilisation bon, qui est publié sur le Store SUMFI. Je vous laisse le critiquer. Donc le premier cas d'utilisation, donc protéger la toile d'un vent trop violent. Ça, d'accord, il va peut-être falloir le faire, mais est-ce qu'on l'a développé dans ce sens-là? Je ne pense pas. Laisser volontairement rentrer la lumière. Bon, bof, bof. Alors, protéger automatiquement un espace des rayons du soleil. Bon, ça parle un peu plus peut-être, mais enfin, ça sent la formulation éducation nationale. Hein? Souvent dans les analyses fonctionnelles, bon, je me permets ça parce que moi ce que j'aime pas dans l'analyse fonctionnelle, c'est ça sent, mais alors à 10 km, l'énoncé de prof. Pouvoir faire telle chose en toute sécurité, le moins cher possible, le machin. On peut faire le tel truc, on peut enlever le truc et mettre n'importe quoi avec. Hein. En toute sécurité, le moins cher possible. C'est toujours pareil. On s'ennuie, c'est terrible. Alors, régler le seuil du vent, ça on va peut-être pouvoir le faire, effectivement. Ouais. Fixer le store, il est intéressant celui-là. Store, fixe-toi. À moins qu'il ait des ressorts, des grappins, une intelligence, mais alors, a priori, il ne va pas le faire tout seul. Qu'il y ait une contrainte liée à ça, d'accord, je ne dis pas le contraire. Mais, donc, ensuite, on a le bâtiment. Le bâtiment qui apparaît en tant qu'acteur secondaire. C'est-à-dire qu'il ne participe pas. Non mais, pourquoi pas, je ne sais pas, mais il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a une interaction? Je ne parle pas de physique, évidemment, il est accroché dessus. Ça,
Et une collègue me disait hier, oui, mais s'il n'est pas là, ça ne sert à rien. Bonne remarque. Mais l'implication logique, elle n'est pas. C'est pas parce que si on ne le met pas là, ça veut dire que mon système, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pour ça que j'appelle ce diagramme fourre-tout, c'est que bien souvent on se dit, ouais, mais moi j'ai besoin de mon bâtiment, il faut qu'il apparaisse quelque part. Ah bah vous le mettez dans les exigences si vous avez besoin. Et si ce n'est pas nécessaire de préciser que c'est accroché à un bâtiment parce que c'est en hauteur, bon, on n'imagine pas une ville sans bâtiment. D'accord? Qu'est-ce qui... Oui, vas-y. Non, mais au contraire. Là, ce que tu montres, pour moi, c'est des exigences. En fait. Ah ben là, clairement, oui, bien sûr. Mais par contre, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu t'es mis uniquement aux fonctions normales. Oui. C'est-à-dire qu'il en profil de vie. Ouais. Enfin. On n'évoque pas les autres phases, type maintenance, transport et tout. Encore une fois, une fonctionnalité, c'est un service qu'on atteint à travers le produit. Si un service à faire émerger lié à, pourquoi pas? On peut le faire. Un service à faire émerger, je parle bien. Un développement, quelque chose qui a été mis en place pour atteindre ça. Et attention à la différence entre contrainte et objectif. On est bien d'accord. Le fait que là, par exemple, je ne sais pas moi, il faille protéger l'atoll d'un vent trop violent, pas de problème. Ça, c'est exigence, bien évidemment. Avec un refine derrière, un vent supérieur à tant de km/h, on rentre la toile, point. Ou avec des seuils, mais peu importe. Et là, tchoc, on a des exigences qui apparaissent. Donc en fait, c'est une conception d'un produit complexe, un système complexe. A priori, vu les deux exemples qu'on vient de voir, ça intéresse uniquement aux fonctions normales. Qu'est-ce que tu veux Non. Alors, nous, on va se limiter à ça. Bon. Un produit. Si tu veux un produit transportable, tu pourras le préciser dans tes exigences, bien sûr. Si tu veux mais ça, c'est une question de limite. Si tu veux considérer notamment la phase de déploiement, d'installation de ton système, tu mets dans tes exigences, il n'y a pas de souci. Et tu peux faire apparaître un diagramme d'exigence ou un lot de diagrammes d'exigence liés à l'installation, la configuration, aucun souci. Après, si tu veux faire émerger des fonctionnalités dans d'autres phases, pourquoi pas? Oui, tu peux. Mais tu peux faire alors, on peut mettre toutes les fonctionnalités sur un seul diagramme. Si c'est trop, pas assez clair, faire un autre diagramme de cas d'utilisation précisant ou d'exigence précisant en quelle phase on se situe, etc., etc. Attention après à bien faire les liens. Mais c'est que nous, sur nos systèmes à nous, voilà, c'est tellement petit que bon. C'est pour ça que j'en parle jamais de ce cycle de vie, parce qu'on en parle, on ne le vit pas, ce truc-là. On a le système, point barre. Donc c'est pour ça que je me limite à des fonctionnalités liées à l'utilisation ou à maintenir un produit en fonctionnement, éventuellement. Notamment avec le cas de la maintenance sur des voitures modernes, par exemple. Mais pas plus que ça. Après, si pour des systèmes très complexes, on a quelque chose qui est développé déjà dès la phase de conception pour uniquement l'installation du produit, ok, on le fait émerger, pas de problème. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple sous la main, malheureusement. J'ai que des systèmes trop petits pour le faire, mais ou je ne sais pas, moi, sur des systèmes, oui, bon, je reste dans la communication, mais on peut demander avant la vente à un client au système de faire un check-up de je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y aura une fonctionnalité développée uniquement pour ça. Après, ça nous échappe. Pourquoi pas? Bien sûr, ça va émerger. OK là-dessus? Bien, j'interroge qui pour la cordeuse? Non, personne, rassurez-vous. Alors sur la cordeuse, il y a combien d'acteurs? Il y en a au moins 7. Hein? Mince. Ouais, bah oui, il a été... Qui a lu le TP sur la cordeuse? Personne? Sur le site de Lipsti? Oh, 2, hein. Je suis déçu. Bah, vous irez voir. Fallait voter en plus. Hein. Oui, il n'y a qu'un acteur, il n'y a que l'utilisateur. Est-ce qu'il interagit avec autre chose? Non. Donc il n'y a qu'un acteur. Le cadre du système, c'est clair. Non, ce n'est pas un acteur. Non. Ça revient. Oui, on a besoin de la raquette, mais ce n'est pas parce qu'on en a besoin qu'elle apparaît en tant qu'acteur secondaire. Est-ce qu'il y a interaction avec la raquette? Système, je parle. Système, pas physique. Comment? Oui, c'est une interaction physique, on est bien d'accord. Elle est bridée, mais après. Et des échanges avec la raquette? Ah, mais ça, on est d'accord. Mais la cordeuse elle-même, qu'est-ce qu'elle fait la cordeuse? Elle tend un câble, point barre. Il n'y a pas d'échange avec elle, si vous voulez.
Il n'y a pas d'échange. Est-ce qu'il y a, alors ok, est-ce qu'il y a des échanges de matière, de flux, de matière, d'information, d'énergie avec la raquette? Il n'y a rien avec la raquette. Elle est présente, je n'ai pas dit le contraire, d'accord? Mais je ne fais pas apparaître la raquette en tant qu'acteur secondaire. Ah ben ce qui tourne, c'est le berceau, ça c'est autre chose. Donc la raquette, elle n'apparaît pas en tant qu'acteur secondaire de mon système. Ah, ça s'en défrise plus d'un. Je sais, il y a l'espèce de machin qui traverse, à travers la raquette. Alors, moi, je ne mets pas la raquette parce que je ne saurais pas quoi mettre avec ça. Je ne sais pas comment elle interagit. Je parle d'interaction. Une fois qu'elle est bridée, pour moi, il n'y a pas d'interaction particulière. Ça ne change rien. Donc c'est pour ça que la raquette, je ne la mets pas en tant qu'acteur secondaire. Elle ne m'aide pas à participer. Ouais, par exemple. Ouais, non mais. Ouais, si vous avez besoin effectivement de montrer la raquette comme élément faisant partie du contexte, vous avez le diagramme de contexte pour ça. Le diagramme de contexte est un diagramme de blocs utilisé dans, paf, j'ai mon système et autour, tout ce qui est intéressant qui m'intéresse, je le mets, c'est libre. Donc, si la raquette elle est importante comme élément faisant partie du système, bien sûr, à ce moment-là, vous le mettez dans un diagramme de contexte. Mais pour moi, elle n'apparaît pas dans un diagramme de cas d'utilisation. Non plus. Non, puisque je décris, attention, parce qu'à ce moment-là, justement, si on est sur les petits détails, là, sur les petits machins, il faut garder l'aspect système. Qu'est-ce que je cherche à atteindre comme objectif? Mon acteur primaire, qui est le technicien, on va dire, c'est vraiment de coordonner une raquette. On vient de le dire, la finalité de ce système, c'est coordonner une raquette, point barre. Et il n'y en a qu'un. C'est tout ce qu'il fait. On a développé ce système uniquement dans ce sens-là. Si maintenant on se met à mettre en acteur secondaire, alors à ce moment-là, si vous mettez la corde, vous mettez l'électricité alors. Vous rajoutez tous les petits éléments qui vont être autour. Et ce n'est pas l'objectif de ce diagramme-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important de faire émerger à ce niveau-là, dans le diagramme de cas d'utilisation, uniquement et de manière vraiment aseptisée, les objectifs qu'on se fixe avec le système. Si dedans, alors en plus on est en train de parler d'une cordeuse, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il va y avoir une raquette. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessité de faire apparaître la raquette en tant qu'acteur secondaire. Par contre, imaginons, des idées comme ça. Je ne sais pas, vous êtes sur une machine, une cordeuse, alors beaucoup plus moderne. Et aujourd'hui, comme tout est communicant, vous imaginez une cordeuse qui est reliée à une base de données de fabricants de je ne sais pas quoi. Et que sur cette cordeuse-là, vous arrivez à préciser le modèle de raquette que vous avez présent sur votre berceau. Et là, la cordeuse, automatiquement, va faire des requêtes auprès d'un serveur de base de données pour dire, voilà, telle raquette, à quelle géométrie, enfin, qui permet de fixer en tout cas automatiquement des paramètres. Là, dans ce cas-là, vous avez un acteur secondaire qui apparaît, c'est la base de données qui est à Petauschnock, d'accord, qu'on va aller interroger, qui n'attend strictement rien du système, mais qui va participer à la fonctionnalité de corder une raquette. Là, vous avez interaction système entre les deux. Et là, il va être important de le faire apparaître parce que votre système va devoir s'interfacer avec cette base de données-là. D'accord? Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de contre-argument par rapport à ça. La raquette est importante à faire apparaître, je suis complètement d'accord. Mais si on regarde bien, l'objectif du diagramme de cas d'utilisation, c'est vraiment pour faire ressortir la finalité de ce qu'on cherche à obtenir. Et donc, la raquette n'apparaît pas à ce niveau-là. Parce que là, voilà, on a la raquette, la corde. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez après tracer vos scénarios, comment on arrive à ce résultat-là? Le diagramme de séquence qui est derrière, il va falloir faire apparaître cette raquette et cette corde. Et vous allez lui demander quoi à cette raquette et à cette corde? Rien. Un cas d'utilisation, bon, je mélange un peu avec le diagramme de séquence. Un cas d'utilisation, c'est un regroupement de scénarios. Je chemine de cette manière, je suis en interaction avec pour aboutir à ça. Ça veut dire qu'il y a des échanges d'un point de vue système entre les différents éléments. Là, entre la raquette ou une corde, je ne vois pas quel échange je vais avoir. D'accord? Et donc, conclusion, si ces éléments ne font pas partie d'un scénario, ils éjectent, ils n'apparaissent pas dans le diagramme de cas d'utilisation. Oui? Sur certaines cafetières à dosette, il y a Oui. des codes barres, par exemple. La machine, en fait, calibre la quantité d'eau en fonction... Ouais. Alors à ce moment-là, la dosette va pouvoir apparaître
Parce qu'effectivement, il va y avoir une interaction dans le sens où on va aller lire un code. Et là, il va y avoir réellement un message envoyé, un message reçu. Dans ce cas-là, elle va pouvoir, elle va apparaître. Là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, si elle a un code barre dessus, il va falloir que justement le système s'interface, puisqu'il va aller interroger d'une certaine manière cette dosette. Il va falloir s'interfacer, c'est-à-dire avoir un lecteur de code barre permettant de le lire, tout bêtement. Ou un flashcode, ou j'en sais rien. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a... Est-ce que je réponds à peu près à la question? Donc attention à ce niveau-là, je dirais, je peux le dire en tant qu'enseignant aussi, mais attention aux formulations d'enseignants et aux machins, vous savez, les questions sont pertinentes, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais aux petits bidules qu'on va essayer de caser parce que j'en ai besoin. Je disais tout à l'heure, mais il y en a besoin de la raquette. Bien sûr qu'il y en a besoin, mais c'est pas parce que tu en as besoin qu'elle apparaît dans le diagramme de cas d'utilisation. Le lien, il n'est pas automatique, si tu veux. C'est pour ça que dans le diagramme de contexte, on peut faire émerger cet élément, la raquette. Comme tu parles du diagramme des interacteurs, bah là, tu vas pouvoir mettre cet élément-là. Je pourrais vous le montrer éventuellement tout à l'heure. OK là-dessus? Donc c'est pour ça qu'en réalité, ça reste vraiment un diagramme simple, mais qui n'est pas si évident à faire émerger. Parce que très rapidement, on va avoir envie de faire émerger tout ça, là, d'accord? Qu'est-ce qui reste finalement de tous ces éléments-là, Storsson-Phi, là? Alors bon, les deux du haut, les trois du bas, hein, tout ça, ça s'en va. Le seul objectif qu'on cherche à atteindre avec un objectif, je ne sais pas, c'est pour l'utilisateur d'être à l'ombre, je ne sais pas comment on peut le formuler, mais enfin, plus simplement, c'est d'être à l'ombre, point barre. OK là-dessus? Le bâtiment, il va sortir aussi celui-là. Par contre, c'est vrai que le système... Alors, sur le vent et le soleil, là, spécifiquement pour le Storsson-Phi, effectivement, il va être en interaction, entre guillemets, il va capter tout ça, quoi. Donc, on va les laisser, on peut mettre environnement. Moi, personnellement, parfois, je n'hésite pas aussi à l'enlever, parce que ça apparaît déjà dans les exigences, si vous voulez. D'accord? Mais bon, pour capter tout ça, c'est vrai qu'il y a un interfaçage, capteur, anémomètre, etc., pour pouvoir arriver à mesurer tout ça. Bon. Donc dans ce cas-là, il ne resterait que l'utilisateur, le cas d'utilisation du milieu, là, et puis peut-être deux acteurs secondaires qu'on peut regrouper sous forme d'environnement, là, pour le coup. Donc ça reste quelque chose. C'est un store, hein. On ne dit pas au store autre chose que de sortir et de rentrer, point. Donc ça reste quand même modeste. Si avec un store, on a déjà ça, ah ben, je ne vous raconte même pas, je ne sais pas moi, avec une caméra, là on s'en sort déjà même plus, quoi. OK là-dessus, sur le diagramme de cas d'utilisation? Bon, c'est pareil, des questions, vous allez vous en poser plein. Hein. Encore une fois, il faut pratiquer, jusqu'à arriver à quelque chose. Donc j'ai tenté de le faire dans le document sur la balance, là. Pour essayer de cadrer au mieux, on va dire, ce diagramme de cas d'utilisation, et qui du coup va rester très modeste et qui va bien fixer l'objectif qu'on se fixe. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec ça? Voilà. C'est ça qu'il faut retenir de ce diagramme-là. OK là-dessus? Ouais. Donc, si je termine avec ça, donc sur ce diagramme-là, comment? Ouais, je vous le montrerai rapidement aussi. Hein. Allez, ça va venir. C'est bon? Ouais. Donc voilà, acteurs, les frontières du système, on en a parlé. Et mine de rien, c'est pas si évident que ça. Hein, même, c'est ça qui me fait dire que finalement, on est beaucoup plus habitué à les calculs. Enfin, bon, mais derrière, tout l'aspect système, finalement, il est, je pense, aussi important, voire plus. D'accord? C'est que dans l'industrie, après les calculs, à chaque fois que je demande, moi, alors je ne parle pas de bureau d'études très spécifiques, etc., mais dès que je demande un calcul, jamais je fais un calcul. Avec un industriel qui a mis au point un système, dont je tairai le nom pour l'instant, j'avais un schéma structurel, et puis bon, j'ai pu l'appeler de temps en temps, je dis, mais là c'était un filtre passe-bas, là, parce qu'il relevait en fait le courant du moteur par un shunt classique, il amplifiait, et ensuite il y avait un filtre passe-bas. Et la fréquence de coupure, elle était 1,6 kg. Je dis, mais moi je suis enseignant, donc évidemment, je dis, mais comment vous justifiez votre fréquence de coupure là? Parce que bon, je dis, je ne justifie pas, ça marche, point. Donc je me dis, d'accord, j'ai écouté, vous savez, moi ici, voilà, dans l'enseignement, on aime bien, attention, il y a un spectre, il faut couper là, puis avec tant de dB, dis, non, pas moi. Donc voilà, il y a un décalage à ce niveau-là. Et donc ça, par contre, sur le niveau système, ça l'intéressera plus que de se dire, moi. Voilà, donc sur les cas d'utilisation,
Un ovale ou une patate, hein, ça ne suffit pas toujours, donc c'est pour ça qu'on peut aussi les décrire, ou ajouter une note notamment. Mettre le bon verbe, le bon complément, ne vous étripez pas avec ça. Parce que immanquablement, ça risque de venir. Donc utilisez plutôt une note ou un document annexe. Donc, voilà, ce que j'entends par mon objectif, c'est qu'il va y avoir un élément de départ. Donc d'abord, vous allez décrire les scénarios qui permettent d'aboutir au résultat demandé, et puis vous allez pouvoir aussi décrire les scénarios d'échec en disant bah, tiens, si ça ne se passe pas bien ou s'il y a quelque chose qui intervient à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut un petit peu, alors ça c'est pas dans la norme, mais ça permet de documenter un petit peu le cas d'utilisation. Parce que résumer toute une fonctionnalité, un élément déclencheur, une succession d'étapes et un service rendu, finalement on ne décrit que le service rendu. Les deux autres là, ils nous échappent un petit peu. Et donc c'est là où on va rentrer en conflit en se disant attends, mais non, c'est pas ça, oui, mais il faudrait que tu mettes ici le mot automatiquement, parce que sinon ça apparaît pas. Bon, faites simple dans la formulation, et après vous pouvez documenter le cas d'utilisation en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre au point ce genre de choses. De toute façon, ce qu'on va voir derrière, c'est tout simplement un diagramme de séquence qui va nous permettre de pouvoir le décrire. Donc on va utiliser pour ce scénario un élément graphique qui est le diagramme de séquence. D'accord? Attention, alors attention quoi? Je ne sais plus. Oui, attention, ne pas descendre trop bas en termes de granularité. C'est ce que j'ai montré sur le lecteur MP3. Là. Tout ce qui est les différentes actions, allumer, éteindre, tout ça, ce n'est pas des cas d'utilisation. Une fois que vous avez ciblé là où les fonctionnalités premières, stop, vous arrêtez là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs. Donc, en général, un cas d'utilisation, ce n'est pas simplement qu'une action. Alors, après, évidemment, quand on essaie de... J'ai un collègue qui m'a demandé une fois... quel modèle SysML on peut appliquer sur un système, attention, qui est une fausse caméra qui fait ça, qui a une diode. Elle bouge. Point. Et bien en fait, elle n'a pas de fonctionnalité. Enfin, c'était quel cas d'utilisation? Ouais, mais voilà, mais le ré, c'est autre chose. Non, mais après on peut dire, parce que quand on met au point un système, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est gagner de l'argent, quoi. Et c'est pas ça, c'est le cas d'utilisation décrit un résultat opérationnel, quoi. Si on a une caméra ou s'il y a d'autres choses, voilà, elle sert à prendre des images à tel machin, avec tel... Voilà, bon. Et au final, celui qui le vend, il veut faire de l'argent, ça c'est sûr. Donc si on part là-dedans, et c'est vrai qu'on a, notamment dans les spécifications SysML, vous voyez ça en annexe, vous avez un exemple sur un véhicule hybride, là. Alors c'est très étonnant parce que dans ce diagramme, par rapport à la définition et ce qui est marqué, il y a marqué que, notamment un cas d'utilisation où il y a marqué break. C'est-à-dire qu'ils décrivent un cas d'utilisation avec freiner. Et je me dis, mais alors moi je l'ai vraiment tombe parce qu'évidemment, dans les spécifs SysML, ça fait un peu mal de voir ça. J'ai pu m'entretenir de manière assez courte sur ce point-là avec Pascal Roch un jour. Et il me disait, ben oui, mais bon, dans les spécifications, tout ce qui est fonctionnel notamment, ça perdure encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, enfin, ça émerge, parce que dans le groupe même, a priori, en tout cas de ce qu'il me dit, je pense qu'il a peut-être quelques entrées là-dedans, voilà, c'est un groupe qui fait émerger quelque chose. Donc il y a une définition, et puis là, il y a un exemple qui, à mon avis, est une erreur. Bon, mais on le voit apparaître. Le fait de freiner avec une voiture, ce n'est pas un objectif, entre guillemets, ou ça sera un sous-objectif peut-être. Et freiner, ça fait pas vraiment cas d'utilisation, quoi. Donc si on veut noter ce qu'on peut faire avec la voiture, je sais pas, je vais prendre un diagramme d'exigence, mais pas autre chose. D'accord ? Bon, ça je le fais, mais très rapidement, vraiment, je vous le dis, vous oubliez. Donc, non, mais vous avez la possibilité, alors voilà, avec SysML, bon, il y a l'idée de base, et puis on peut aller un cran, 2, 3 crans plus loin. Ici, vous avez la possibilité, avec les diagrammes de cas d'utilisation, d'utiliser des liens entre eux. Encore, d'autres, qui sont des liens d'inclusion, d'extension et d'héritage ou de spécialisation. Bon, je vous en parle pour info, au stade où vous en êtes, à mon avis, c'est un truc dont on parlera dans 2 ou 3 ans, parce que je vous déconseille d'aller placer ce genre de flèches. Voilà, je ne vais pas plus loin, simplement pour dire, niveau taxonomique 1, hein, information. Là, c'est un exemple qui est tiré du livre de Pascal Roch, toujours, où il a fait apparaître ici, là, un lien de type include qui veut dire que ce cas d'utilisation-là, avoir l'heure, inclut toutes les étapes de celui-là. C'est automatique, il n'y a pas de choix. Mais on a fait émerger, et on peut le faire dans un diagramme de cas d'utilisation, on peut faire émerger des sous-fonctionnalités, des sous-missions. D'accord ? Et il a fait apparaître ici ce cas d'utilisation-là, être réveillé à l'heure en musique, par simuler une aube, c'est-à-dire là, par un lien d'extension, vous voyez,
Donc c'est les mêmes types de flèches, mais avec un stéréotype différent qui est extend. Là, c'est optionnel. Autrement dit, l'utilisateur, quand il va vouloir se réveiller, il va pouvoir déclencher ou pas la possibilité d'avoir une aube, vous savez, une lumière progressive qui se diffuse dans la pièce. OK ? Voilà, c'est une possibilité. Alors, en plus, là, include, c'est lui qui inclut tout ça, donc ça se retrouve là-dedans. D'accord ? Alors que là, le sens de la flèche est différent, c'est l'inverse. C'est ce cas d'utilisation étant celui-là. D'accord ? Donc là, vous allez râler. Rassurez-vous, moi maintenant quand je les vois, je ne me pose plus la question. Et pour vous, ce sera pareil. Donc pas d'inquiétude. Bref, sachez que ça existe. Bon, ça c'est un lien spécialisation. On arrête là pour les détails. Voilà les différents éléments que vous allez retrouver. Ça c'est le diagramme de cas d'utilisation plus, qu'on verra peut-être émerger, mais bien plus tard. Ce n'est pas la peine de se plonger là-dedans. Je vous dis, c'est uniquement un niveau d'information. En plus, déjà, ça demande déjà à bien faire émerger soi-même un cas d'utilisation. Oui. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ici, le lien qu'il y a avec la station radio, ça veut dire que lui participe à. Et là, il y a une interaction, mais qui est unidirectionnelle. Le lien d'association qui apparaît ici, là, ne dit pas si l'interaction elle est simple ou compliquée, si elle est uni ou bidirectionnelle. Ici, dans ce cas-là, elle est unidirectionnelle. La station de radio participe à ça. On a besoin d'elle pour pouvoir écouter la radio. D'accord ? Enfin, écouter la radio ou la musique, mais si c'est écouter la musique, bah non, parce que là, si on charge un élément, non, ça n'a rien à voir. Là, pour le... Comment ? Ça c'est vrai, et alors ? Non, mais justement, non. J'ai besoin d'électricité, mais je ne suis pas en interaction avec. Ce n'est pas la même chose d'un point de vue système. Sinon, vous allez mettre à chaque fois une ribambelle de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et ce diagramme-là va se retrouver encore une fois avec un diagramme fourre-tout. J'ai besoin de cet élément qui est extérieur pour écouter la radio. Ça veut dire que je vais devoir m'interfacer avec lui, modulation de fréquence, etc., bref, pour pouvoir en extirper les informations intéressantes et avoir mon signal audio. D'accord ? Mais attention, je comprends cette démarche. Je dis, mais attends, mais parce que si vous avez besoin d'eux, alors à ce moment-là, si la question c'est de quoi ai-je besoin que je mets dans ce diagramme-là, ben, tout ce dont vous avez besoin, vous allez le placer. Alors là, on va se retrouver avec quelque chose d'absolument inintelligible. Oui. Tu avais une... Oh là là alors... Oui, non mais attendez, ça c'est... je ne soutiens pas toutes les initiatives de Pascal Roque, tant pis, ça passe à la télé, enfin, un jour il tombera dessus. Mais sur ce livre-là, je pense qu'il faut le garder comme... Alors c'est le premier livre, évidemment, si c'est mêlé en français. C'est un livre ressources. Par contre, pour les choix pédagogiques, je mettrai un bémol. Là, je pense qu'il a voulu faire ressortir tous les liens, qui ne sont pas forcément faux d'ailleurs, sur son diagramme, mais qui vont prêter à discussion. Bon, notamment son utilisateur endormi. Bon, mais... Non, mais... Comment ? Voilà, c'est pour ça que... Voilà, non mais c'est pour ça que ici, moi je ne suis pas d'accord en fait avec ces... Bon, ça c'est un lien d'héritage ou de spécialisation entre acteurs qu'on peut utiliser, mais voilà, je vous le montre, ok ? On passe à la suite. On passe à autre chose. Voilà. Non, ça c'est pareil, ce sont les contraintes. Ce sont les contraintes. On n'est pas en interaction d'un point de vue système d'un point de vue physique, oui, on y est branché, mais à ce moment-là, à tout ce à quoi on est branché, vous allez le mettre là-dedans. Ce n'est pas l'objectif. Alors à ce moment-là, ouais, dans le cas où effectivement tu es avec le développement d'un élément dans ton système qui permet de surveiller, d'avoir une connaissance du réseau, on va dire que dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là précisément, je ferai peut-être apparaître réseau EDF. Parce que je suis, on va dire, j'ai une vision du réseau d'une certaine manière, notamment peut-être un abaissement de la tension. Voilà ce que j'ai.
Voilà ce qui va se passer si je tire trop juste, il n'est pas capable de supporter l'énergie que j'en tire. Maintenant, pour la cordeuse, on n'est pas là-dedans. On la branche et basta. Donc là, on ne la fait pas apparaître. Si maintenant on est spécifiquement sur un système de puissance qui lui-même surveille, je ne sais pas comment, l'état du réseau, ou parce que lui-même déjà on lui envoie, ou parce qu'il va placer des modules et que par réseau n'importe quoi, il est en interaction, il a une connaissance du réseau, je dirais que dans ce cas-là, il va apparaître, parce que là c'est un élément important effectivement, et il a une information de l'état du réseau directement. Là, d'accord, je dirais là d'accord. Mais c'est vraiment, tu vois, spécifiquement pour, dans ce cas-là, il va apparaître, oui. Mais sinon, l'interaction physique, elle va apparaître partout, là, vous allez devenir fou, quoi. Sinon, le collègue qui vous dit, bah oui, mais là, tu as mis le fil électrique, pourquoi tu ne mets pas l'air, hein, l'air, il faudrait mettre l'air, parce que je suis en interaction avec physique. Non, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment assécher le plus possible toutes ces possibilités en disant, qu'est-ce qui est important? C'est ça qu'on va faire ressortir dans ce diagramme-là. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est qu'il nous oblige à être concis et précis dans ce qu'on veut faire. Oui, vas-y. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, mais pas de défaillance. C'est-à-dire que si à un moment donné, on va le décrire, après, on a des éléments comportementaux qu'on n'a pas encore vus là. Et s'il faut le faire, on le fera. Oui. Ce serait par exemple les serveurs ou système de GPS. Est-ce que j'ai pas... Ah oui, mais là, il y a un fil qui fait basculer, il y a un signal qui circule sur le réseau. Là, bah là, oui. Là, on est en interaction avec quelque chose d'EDF. Oui. Oui, il ne l'a pas mis là. Non, mais là, il devrait y en avoir un. Hein. Il ne l'a pas mis, mais il est là. Hein. Oui. Il est là. Bon, mais là, c'est un radio-réveil, donc là, c'est même pratiquement, bon, je ne le mets pas. Est-ce que c'est à peu près, est-ce que ça posait quelque chose là, sur ce diagramme-là là? Voilà, donc retenez pour vous, hein, sur tout ça, là, hein. Je reviens en arrière, là, clic. Retenez, voilà votre cas d'utilisation à vous. Et la station radio, c'est un acteur secondaire? Oui, parce qu'il participe, mais en aucun cas, il attend une fonctionnalité de la radio elle-même. De toute façon, il n'y a pas de retour, donc de toute façon, c'est réglé. Donc il était placé à droite. Donc vous, dans vos systèmes, hein, vous allez, c'est ça, hein, si vous avez plus que ça, hop, attention. Il y a baleine sous gravillon, pas anguille sous roche. D'accord là-dessus? Donc il faut que ça reste simple. Il y a nécessité, avec les systèmes qu'on a, que ça reste simple. Point sur ce diagramme-là, bah voilà, ça en fait 2 sur 8, ça fait un quart déjà. Un quart du chemin. Après, il y a une cérémonie de remise des diplômes à la fin, vous savez. Bon. Où est-ce que j'en suis? Alors. Je dois cliquer à peu près 2000 fois dessus. En plus, à chaque fois, il y a des effets. Moi, peu importe. C'est pas très grave. Bien, fin du cas d'utilisation. Voilà. En tout cas, pour ce niveau-là, ça vous offre un niveau de lecture, je dirais, peut-être plus précis. Bon, je vous dis, pour le niveau de mise au point, moi, maintenant, je fais comme ça. Quand j'ai un doute sur quelque chose, je me dis, bon, c'est pas grave, je fais. Et puis, si je sens que ça ne va pas, je referai après. Donc, vous, n'hésitez surtout pas à faire des tonnes et des tonnes de mauvais modèles. Hein. L'expérience, c'est de l'apprentissage. Hein. Apprentissage par l'erreur. Ok. Alors, oui, on posait la question tout à l'heure Magic Draw. Petit intermède Magic Draw, d'accord? On fait la pause, voilà. Alors, Magic Draw, très simple. Hein, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc nous, sur notre... toujours pareil, histoire de prendre l'habitude. Dans mon arbre de confinement, dont je vais passer en... Ça gratte un peu. Hein. Je vais passer donc, toujours pareil, l'arbre de confinement. Alors en plus, j'ai une résolution qui est réduite due au vidéoprojecteur. Clic droit, nouveau diagramme, 6ml diagramme et diagramme de... Alors, la résolution me l'a fait disparaître, mais là par après. Diagramme de cas d'utilisation, use case. D'accord? De quoi? Ça vient, hein? Non, il gratte un peu, oui.
Oui, ça c'est les diagrammes UML. Mais comme le diagramme de cas d'utilisation, c'est directement venu du ML, alors je ne le prends pas là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas essayé en fait. Hein. Mais si je le prends là, il ne va pas me rouspéter. Hein. Mais je vais à chaque fois, c'est le même de toute façon. Donc, je vais dans SysML, moi je suis un peu bête et voilà. Hein. Là, c'est le diagramme de cas d'utilisation, donc il apparaît ici. Là, on pourrait mettre UC client, UC conception. Enfin, bon. Ici, moi, je mets parfois, quand je ne sais pas, je mets hop, je vais faire ici UC01. Bon, comme d'habitude, hein, le common, c'est tous les éléments que vous pouvez utiliser sur vos diagrammes. Et à côté, derrière, vous avez placé donc votre acteur. Ici, on va pouvoir l'appeler donc technicien, par exemple. Puisque là, c'est un technicien qui va, bon, ou utilisateur, mais enfin bon. Le technicien, et comme d'habitude, quand vous sélectionnez votre acteur, vous avez la possibilité de choisir un lien, notamment l'association. C'est le seul qu'il y a entre un acteur et un cas d'utilisation, c'est celui-là. Vous cliquez dessus et vous avez au bout un petit cas d'utilisation que vous n'avez plus qu'à poser. Voilà. Il y a la patate. Et puis là, le technicien va dire il veut corder une raquette. Et on va poser donc le cadre du système. Ici, vous l'avez dans frontière du système, toc, que vous avez là. Voilà, le diagramme de cas d'utilisation de notre système. Donc attention à l'effet remplissage, parce que souvent on a l'impression que voilà, dans ce diagramme on va y mettre les gens qui sont là, les gens qui ne sont pas là, ceux qui déplacent le... Non, 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 on est en phase de si on est en phase de conception ici, qu'est-ce que je vise comme objectif? Quel est le résultat que je veux atteindre? Point. Attendez, il y a trop de choses. Alors, ticket 1. C'est celle-là, c'est le trait. C'est l'association, il n'y a que ça. Hein. On ne peut pas utiliser autre chose. Après, l'acteur secondaire, ben, c'est simple. Hein. Si vous voulez utiliser un acteur secondaire, vous partez de votre cas d'utilisation. Vous avez une association qui apparaît ici. Je clique dessus, j'ai un petit bonhomme au bout et je le mets à droite. Boum. Alors, si je veux le mettre dans un carré, on peut. Un acteur, ça reste un acteur. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait la distinction entre l'acteur humain et non humain, pour bien le marquer. Donc, le petit bonhomme bâton, je le laisse pour les humains. Et pour l'autre, j'utilise une autre représentation, mais formellement, c'est la même chose. Alors là, sur votre petit bonhomme, moi, je fais un clic droit. Option de présentation. Afficher les stéréotypes. Ça. D'accord ? Et je mets texte et icône. Et là, je me retrouve avec une boîte. Et dans ce cas-là, donc il y a toujours le petit icône acteur, mais ici, je vais le garder pour voilà, d'autres systèmes. C'est plus parlant, quoi. Mais formellement, c'est la même chose. Hein. Si d'ailleurs je mets dessus, je sais pas moi, c'est quoi, c'était émetteur tout à l'heure, là, ou je sais pas moi, enfin FM, peu importe. Je vais regarder dans mon arbre de confinement. Alors, pour chercher l'arbre de confinement, il va commencer à sérieusement se remplir. Hein. Si vous voulez chercher un élément d'un diagramme dans l'arbre de confinement, vous sélectionnez votre élément, vous faites clic droit et vous faites sélectionner dans l'arbre de confinement. Comme ça, pof, il vous y emmène directement. Ici, il est là. Et vous voyez, la représentation dans l'arbre de confinement, c'est toujours un petit bonhomme bâton. Hein. Dans le diagramme, par contre, il n'a pas la même tête. Et formellement, c'est pareil. D'accord? On est cocard, là. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là ou pas? Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça pour le diagramme de cas d'utilisation avec Magic Draw. OK. Alors on peut aussi, on posait la question, on verra, pour rajouter des images aussi dans Magic Draw. Hein, vous pouvez rajouter des éléments comme ça. Bon, c'est un peu plus pédagogique parfois. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez déjà les hyperliens hein, vers tous les autres documents, donc OK. Allez, je vous propose de très brièvement lancer les quelques éléments du diagramme de séquence et ensuite d'aller manger, d'accord? Le temps que vous réfléchissiez un petit peu pendant le repas, pour qu'on en reparle après. Enseigner, c'est répéter, hein, donc je vais faire un premier temps, puis je vais le refaire dans un deuxième temps. Sinon, on ne s'arrête pas, et puis pause à 20h et fin à 23h. Non, à 17h, il y a cours ici, donc il faudra partir.
Puis nos collègues du canal C2 ils vont dire ouais. Bien, alors, premier élément comportemental, enfin deuxième, parce que le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme comportemental, on va voir le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, alors dans tous les diagrammes comportementaux qui nous restent, il va y avoir le diagramme de séquence, le diagramme d'état et le diagramme d'activité. OK ? Ces trois éléments-là ont des rôles assez bien définis, je dirais, pour comprendre comment les utiliser. Et bien souvent, alors il y a des écueils, mais dans lesquels vous allez tomber, il y a de très fortes chances. Alors si vous n'y tombez pas, bah, tant mieux. Hein. Mais voilà, pour cheminer là-dedans, il faut arriver à bien comprendre le rôle de ce diagramme et à quoi il sert. Alors, c'est un peu mon rôle ici, hein, c'est un peu de vous mâcher le boulot d'ailleurs, c'est d'arriver le mieux possible à cibler ce à quoi il sert. Parce que là, les diagrammes de cas d'utilisation, par exemple, avec les définitions que je vous ai données, ça permet de beaucoup plus restreindre l'utilisation. Sinon, alors là, s'il y a 20 collègues, vous dites, bon, alors il y a des patates, il y a des petits bonhommes bâtons, on va se retrouver avec des diagrammes tous plus florissants les uns que les autres, hein, c'est archi sûr. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Rien. Si SysML c'est ça, alors il faut arrêter. C'est pour ça que la réflexion que je me suis faite à l'époque, c'était il faut que ce soit limitatif, sinon on ne va pas s'en sortir. Et puis on perd le sens de ce diagramme-là. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant celui-là, c'est qu'on est obligé de se dire, ah mince, ça ne rentre pas dedans, c'est quoi l'objectif? Et ça c'est intéressant parce que, voilà. Bon là pour l'accord 2 c'est évident, on est d'accord. Hein. Mais ça, comme avantage, même s'il n'y a qu'un petit bonhomme et qu'un petit cas d'utilisation, c'est-à-dire voilà ce qu'on fait avec, point, c'est tout ce qui est. D'accord, on ne va pas plus loin. Donc pas d'effet remplissage avec ça. Donc les scénarios qu'on a, vous voyez hein, ce lien entre l'acteur et le cas d'utilisation, il y a ce petit trait là, ce qu'on appelle l'association. Ça veut dire qu'il participe à, bref, il est en interaction avec le système par cette voie-là. Cette interaction, ces échanges, vous allez pouvoir les documenter avec un diagramme de séquence. D'accord ? Donc le diagramme de séquence montre la séquence verticale, donc on part du haut vers le bas, ça c'est l'écoulement normal du temps au sein d'une interaction. Donc ça veut dire qu'un diagramme de séquence se rattache normalement à un cas d'utilisation. À une exception près, mais peu importe. Donc ça veut dire que vous êtes en train de décrire le scénario qui se déroule entre votre système et plusieurs acteurs. Donc là, dans un premier temps, pour nous, on va se limiter au système entier comme une boîte noire. C'est-à-dire que dans notre diagramme, et là on a l'utilisateur, l'accordeuse, on va faire apparaître cet acteur et le système en lui-même, et on va voir comment l'utilisateur interagit avec l'accordeuse, sans se préoccuper de comment après l'accordeuse fonctionne à l'intérieur. On s'occupe sur ces échanges-là, sur ces interactions. OK ? Donc c'est simple, dès que vous avez un cas d'utilisation, en général vous en avez un, la fonctionnalité principale, vous prenez le diagramme de séquence pour écrire le scénario nominal, où tout se passe bien. Je laisse venir, mais enfin bon, j'anticipe quand même. Là, à chaque fois c'est, oui mais s'il y a un problème électrique, qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous, je ne suis pas en train de le décrire. D'accord? Donc, ne commençons pas à dire s'il y a défection, s'il y a machin, et puis s'il tombe par terre, et puis si le mec est malade, bah écoutez, voilà, il se passera autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'on décrit. Je cherche à décrire ici le scénario nominal permettant d'aboutir au résultat final, qui est le cordage de la raquette. D'accord? Et j'avais montré donc les différentes interactions qu'il y a entre ici l'utilisateur et la cordeuse. Ça pourrait être, alors là il y aura simplement 2 éléments, ça pourrait être 6, 7, 8 éléments, peu importe. Là je prends mon système comme une boîte noire à ce niveau-là. Alors, uniquement de manière formelle ici, hein, pour remontrer un petit peu, je pense que vous l'avez déjà vu, un petit peu ce diagramme de séquence. Les éléments qu'on va y trouver sont tous là pratiquement. Hein. Ici vous avez donc en haut les objets, on va dire, qui se retrouvent donc sur une même ligne, tout est aligné avec le logiciel là. Alors là il y en a deux, mais il pourrait y en avoir plus hein, derrière, on est bien d'accord, hein, c'est pas limitatif. Ici la ligne de vie qui se retrouve ici en pointillé de l'objet, et le temps s'écoule donc du haut vers le bas. Et c'est uniquement un enchaînement séquentiel des différentes interactions qui se déroulent entre les 2 entités ici. Ça veut dire que ça peut prendre 2 microsecondes et ça 2 ans. Il n'y a pas d'échelle. On sait juste que le sens positif, c'est par là. D'accord ? Très simple à ce niveau-là. Et on va représenter donc ces différents échanges, ce qu'on appelle des messages, moi ce que j'appelle des points d'interaction, par ces flèches. Ici, vous en avez un certain type. Alors d'autres flèches. Je pense que vous êtes content de retrouver 3 autres flèches parmi déjà la dizaine qu'on a vu avec exigence et cas d'utilisation. Une première flèche, une deuxième, une troisième qui représentent ces fameux messages. Et on va distinguer 2 types de messages. Ce sont les messages synchrones et les messages asynchrones.
C'est ça qu'il va falloir arriver à bien distinguer entre les deux. Ici, bon, message réflexif, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est surtout ça, message synchrone et asynchrone. Je regarde après, ouais, ça je le ferai après, pour rappel. Je m'arrêterai là après. Je termine avec les messages. Qu'est-ce qu'un message synchrone? Quelle est la différence avec un message asynchrone? Un message synchrone, c'est quelque chose qui est émis, là je reste formel pour l'instant, hein. C'est quelque chose qui est émis donc, par une des entités, pas forcément celle de gauche. Bon, là il se trouve que c'est celle de gauche, d'accord, mais ça pourrait être celle de droite. Il n'y a pas d'ordre à ce niveau-là, hein. C'est un message qui est émis et qui va provoquer un travail, une activité chez le récepteur. Donc c'est pour ça que vous avez ce truc en gras là, qui apparaît sur la ligne de vie, géré automatiquement par Magic Draw. D'accord? Ensuite, si ce message est synchrone, ça veut dire que l'émetteur attend une réponse de ce message. C'est pour ça qu'il est synchrone. A l'inverse, ici le message asynchrone, donc la flèche en pointillé qui est ici, là, elle est associée automatiquement à ce message synchrone-là. Elle n'est jamais toute seule, c'est impossible. Et a priori, s'il y a un message synchrone, c'est qu'il attend forcément un retour qu'il faut exprimer. Donc les deux, ici, flèches, vont de pair. Alors ici, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il fait puisqu'il montre qu'il est en activité? Il est dans une attente active, si l'utilisateur ne fait rien. En tout cas, il attend ça avant de continuer dans ce scénario. Et ici, donc, le message asynchrone, comme asynchrone, ça veut dire qu'il n'en attend rien. En tout cas, c'est quelque chose qui est provoqué, émis de la part de l'émetteur. Alors là, c'est pareil, c'est dans le même sens, mais ça pourrait être dans l'autre, hein. Ça pourrait être ici le deuxième élément qui émet un message asynchrone. C'est-à-dire que là, il n'y a rien en retour. En tout cas, l'autre, il n'attend pas quelque chose ici, puisque le message est asynchrone. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'émis et il part faire autre chose. Enfin, il part, ou en tout cas, il enclenche autre chose. Notamment ça derrière. OK là-dessus? Sur cette différence-là. C'est pour ça que, par exemple, alors je ne sais pas, concrètement, bon, c'est un peu limite, mais si je... Salut. Ah, il me répond. Et je ne réponds pas avant qu'il ne m'ait pas répondu. Vous voyez ce que je veux dire? Si je lui dis salut, ça va? Je m'en vais, je m'en fous de sa réponse en fait. C'est asynchrone, ça, j'ai pas de retour à attendre. Si par contre je dis salut et il ne me répond pas, alors je dis hey, salut, hein. Il me dit ouais, salut. Là, il va répondre. Donc là, je suis synchronisé dans cet échange-là avec une personne, je suis synchronisé dans ma réponse. Salut, il me dit salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ben écoute, ça va. Tout ça, il y a un ordre qui va pas changer. Et mon comportement sera différent s'il ne me répond pas. Je dis mais il est sourd, il ne m'a pas entendu. Là, on est synchronisé l'un à l'autre dans notre échange pour aboutir à quelque chose. Objectif, salutation, se présenter. D'accord? Alors que si... Le réflexif, c'est pour montrer qu'en fait, il y a déclenchement d'une activité, on va dire, au sein de l'objet. Je vais dire, c'est pas obligatoire. Enfin, bon, je reste grossier à dessein avec ça. Parfois, on va le faire montrer pour dire voilà ce qu'il fait, l'objet, enfin le système. J'en parlerai après avec un support sur la balance. Est-ce que j'ai réussi à peu près à vous scinder en deux ces messages synchrones et asynchrones? D'accord? Exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple à vous donner? Je suis toujours dans l'informatique et la communication. La mécanique, c'est... Alors, bon, de manière générale, de toute façon, vous utiliserez majoritairement des messages synchrones. Il n'y a pas comme ça des choses émises, demandées à droite à gauche sans rien en attendre. Automatiquement, il y a une synchronisation. Les systèmes se parlent, quoi. Il y a vraiment une interaction qui s'opère. De temps en temps, il va y avoir des messages asynchrones, mais vous allez voir notamment sur la balance et sur la cordeuse, mais principalement, ce sont des messages synchrones. Alors, quand on dit message, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ne veut rien dire pour l'instant. Il parle d'émetteur, de récepteur, mais ça veut dire quoi? Oui. Alors, si ça ne vous dérange pas, effectivement, on peut avoir, sur un Buscan par exemple, vous pouvez avoir l'émission d'un message avec un certain identifiant, notamment l'allumage du tableau de bord, des phares, etc., à voir s'il en attend quelque chose, mais s'il n'en attend rien, c'est un message « allumez-vous » qui est envoyé, puis basta. Hein. Après, ça, c'est asynchrone complètement. C'est-à-dire que le calculateur émet ça et il part faire autre chose. Il n'y a pas de... Si par contre, il émettait « phare droit, allume-toi », enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais enfin bon. Phare droit, allume-toi. Ah tiens, il me répond pas, mais c'est bizarre. Oh, phare droit, allume-toi. Dans ce cas-là, on pourrait, dans un scénario nominal, il en attend un acquittement, quelque chose. Là, il n'y en a pas. Ça, c'est le message synchrone. Donc effectivement, pour ceux qui
sont peut-être un peu plus dans le génie électrique ou qui connaissent les bus industriels, quelques-uns, parfois vous avez un signal synchronisation qui est fourni avec, parfois vous n'en avez pas. L'horloge, quoi. Dans le bus I2C, vous avez l'horloge, par exemple, qui synchronise automatiquement à chaque fois la prise de l'échantillon au bon endroit. Alors on valide l'état. Ouais, c'est bon, vas-y, chou, allez hop, le front. Ça y est, c'est enregistré. D'accord? Là, on est synchronisé, pour prendre une image, quoi. Là, dans les messages système, on est à plus haut niveau, attention, on est bien d'accord. Bien, je laisse mijoter ça, je laisse reposer un peu la pâte. On reprend donc après sur des exemples donc de la balance et de la cordeuse. Et puis, je vais essayer, je ne sais pas si je vais accélérer, mais enfin bon. J'ai prévenu hier hein, aussi, hein, je ne sais pas si on fera tous les diagrammes, bon, mais c'est pas grave. Alors pour nous, ça sera l'acteur et après le système, oui. Et quand il y a un acteur secondaire, il intervient aussi sur sa ligne de vie? Eh bien, s'il participe, ah oui, parce que tu vas avoir besoin de lui. C'est une ligne de vie. Ça sera une ligne de vie, ouais. Et si après on est, alors en informatique, intrinsèquement, on va le faire apparaître ça, c'est qu'on va avoir une boîte noire qui va se décomposer en boîte blanche, c'est-à-dire qu'on va avoir les éléments entre eux, ce qu'on appelle des classes, qui sont les blocs finalement, les éléments d'architecture logicielle. Eux, comme ils appellent des fonctions à droite à gauche, on les voit interagir, et ça on le représente alors très facilement par un diagramme de séquence, c'est même du petit lait d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Sur les systèmes, c'est moins évident. Pour nous, immédiatement, c'est la boîte noire, ça c'est clair, vous démarrez avec ça, j'écris le scénario nominal, on verra notamment pour la cordeuse de ce que c'est. Après, si c'est parlant, nécessaire, etc., on verra avec... Enfin, on ne verra pas là, mais vous pourrez mettre en place éventuellement, parce qu'il y a des éléments sur un bus, communiquant, échangeant des choses, participant à et aboutissant au résultat attendu. Là, dans ce cas-là, on pourra les voir interagir ensemble, que ce soit un bus, peu importe, en tout cas, ils interagissent ensemble et ils s'envoient des choses, synchronisées ou pas. Et ça, on pourra le représenter aussi par un diagramme de séquence, mais là, avec le système, on va dire ouvert, pour le coup. OK là-dessus? C'est bon? Il n'y a plus de sucre dans le cerveau, là, il faut refaire les niveaux. Oui, alors des questions, oui, oui. Non. On ne remplace pas le graph 7. Le graph 7 est interdit maintenant, je crois. Hein. Vous êtes fusillé sur place si... Oui, non, mais de toute façon, rassurez-vous, vous allez dans le graph 7, je crois que c'est l'élément comportemental, enfin le seul diagramme comportemental qui était utilisé à outrance partout, puisque voilà, c'était des automates, sauf que maintenant, il y a une composante qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il y a les microcontrôleurs, mais il y a aussi tous les systèmes embarqués, qui eux sont des PC. Et là, il n'y a plus de graph 7. Donc, vous allez retrouver des éléments de graph 7 dans la machine d'état, dans le diagramme d'activité, pas de souci. Hein. Vous allez avoir largement de quoi décrire tout ce dont vous avez besoin sur des modes de marche, sur des algorithmes ou des séquencements, pas de problème. On verra ça après. Et d'un point de vue pédagogique, c'est pas plus simple de commencer par des rames de calcul? Alors, on m'a fait la remarque hier, pourquoi pas? Moi, alors, est-ce qu'il faut commencer par ça? Moi, je dirais, il faut. Alors oui, on peut. Alors, d'un point de vue pédagogique, si on montre quelque chose, on peut commencer par là, aucun souci, pas de problème. C'est pas. Moi, l'ordre que j'utilise là, c'est. Oui, oui, oui. Je vous dis, en fait, après, il y a le lecteur, il y a le prof qui va mettre au point son modèle. Là, on est sur des phases différentes. Pour un élève, effectivement, bon, voilà, on vise quoi avec le système? Ah ben, effectivement, il y a 2 entités, voire 3, avec lesquelles on va interagir et on souhaite pouvoir faire ça. C'est clair? Ouais, ouais. Est-ce que tu veux autre chose? Non, on peut les interroger aussi là-dessus. Voilà, maintenant le cap est fixé, voilà ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on va se dire, OK, alors pour faire ça maintenant, on va pouvoir après bifurquer sur un diagramme architectural, le type diagramme de bloc, voir aussi maintenant ou revenir dans le domaine d'utilisation en disant, voilà, attention, dans ce domaine-là, pour la cordeuse, il y a le badminton, les raquettes, tu sais combien on temps? Non, j'ai jamais fait de tennis et j'en sais strictement rien. Ben, vas-y, va te documenter, on va en reparler après. Et après, investiguer un petit peu sur les exigences, par exemple. Voilà, sans aller trop loin. Hein. Alors moi sur la cordeuse, je n'ai pas montré, mais je ne me suis pas cassé la nénette. Hein. Sur la cordeuse, bon, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le système en plus avec moi, donc ça m'a cassé les pieds de le faire. Donc j'ai mis 4 exigences et emballé, c'est posé. Hein. Sur le TP que j'ai publié, il y a 5 exigences. Notamment, j'ai mis un groupe d'exigences, je ne sais plus quoi, j'ai mis ne sera pas traité ici. J'ai une petite note, voilà. Histoire de, c'est un diagramme très partiel, ok. Parce que ça demande du temps, quoi. Vraiment, j'ai pas le temps de le faire, quoi.